Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Elisa Rojas pour un épisode bonus Présente. La personne handicapée qui est supposée être gentille. Et en vérité, quand elle dit gentille, ça veut dire surtout docile. Il faut qu'on soit docile. Ça fait référence aux personnes handicapées qui sont contrôlées finalement en permanence par des professionnels du secteur médico-social. Jusqu'à mai 2019, une fois par mois, je vais être sur la scène de l'auditorium du Carreau du Temple avec une femme militante ou chercheuse. C'est la première fois qu'on me propose d'animer tout un cycle de conférences. Et les conditions sont idylliques. C'est simple, Sandrina Martins, la directrice du Carreau du Temple, m'a donné carte blanche, en toute confiance. Et je la remercie pour ça. Quelle jouissance de pouvoir investir cet espace accessible en plein cœur de Paris et de parler devant un public concentré et engagé. J'ai choisi d'explorer la thématique qui, au fond, est la seule qui m'obsède. La place pour la voix des femmes dans l'espace public. Et j'ai appelé ce cycle « Présente » en écriture inclusive avec 2 points médians pour faire grogner les grincheux, je crois. Vous vous apprêtez à écouter la première de ces rencontres. Je compte sur vous, si vous êtes à Paris, pour venir assister aux suivantes. Si vous n'en avez pas la possibilité, vous pourrez retrouver tous ces échanges sous forme de podcast en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Toutes les informations sur les prochains rendez-vous de Présente sont à retrouver sur le site du Carreau du Temple. Avec Elisa Rojas, on a parlé des marches du palais de justice, d'handicapés méchants et d'avoir une vie à soi. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse, très émue, très honorée d'être là avec vous ce soir. C'est un immense honneur pour moi de prendre les commandes de ce cycle Présente. Un honneur déjà parce que je succède à Geoffroy de Laganerie qui pendant 1 an a tenu ma place et a mis en avant des militants et des militantes du présent en contribuant à visibiliser des combats qui sont peut-être un peu trop radicaux pour que les médias traditionnels s'y intéressent. Donc bravo et merci à lui. Je voudrais remercier aussi évidemment le Carreau du Temple, particulièrement Sandrina Martins de m'avoir fait confiance pour ce nouveau cycle. Et donc je vous retrouverai un jeudi par mois dans cette salle magnifique et grande, dis donc, il y a du monde. Alors, quand on m'a demandé quel thème je souhaitais aborder pour ce cycle de conférences, il m'est apparu comme une évidence qu'il y a un thème autour duquel je tourne en permanence en tant que journaliste et en tant que militante féministe. C'est la question de l'accès des femmes à l'espace public. Je vais vous faire une toute petite introduction un peu théorique, ce ne sera pas trop long, je vous promets. L'espace public, c'est quoi ? C'est un espace symbolique qui a été théorisé par des philosophes, notamment Hannah Arendt. Mais si vous avez fait un peu de socio, il y a forcément un nom qui vous vient à l'esprit, celui de Jürgen Habermas. Habermas, dans les années 60, a théorisé l'espace public en le définissant de la façon suivante. Le processus au cours duquel le public constitué d'individus faisant usage de leur raison s'approprie la sphère publique contrôlée par l'autorité et la transforme en une sphère où la critique s'exerce contre le pouvoir de l'État. Alors c'est une façon un peu compliquée de dire que l'espace public, c'est l'endroit où on peut critiquer le pouvoir. Alors, il prend diverses formes, plus ou moins institutionnelles. Par exemple, le Parlement, où l'opposition peut s'exprimer, c'est l'espace public. Mais Instagram, c'est aussi l'espace public. Les médias, bien sûr, sont l'espace public, le bureau de vote aussi, mais le café du coin, la ville, l'espace public est aussi bien symbolique que réel. Alors dans l'esprit d'Habermas, c'est fantastique, l'espace public, c'est vraiment la preuve qu'on est en démocratie, qu'on peut tous et toutes s'exprimer, que toutes les voix se valent et que le débat est possible. Mais
les féministes sont passées par là. Et il y a une philosophe féministe qui s'appelle Nancy Fraser qui a critiqué cette vision un peu facile, un peu uniforme d'Habermas en faisant remarquer, par exemple, que les femmes n'avaient pas un accès à l'espace public aussi facilité que les hommes. Elle a fait remarquer aussi que les discours profondément transformateurs de la société, les discours vraiment subversifs politiquement, ceux qui sont portés par les opprimés, ceux qui sont opprimés par la classe, par la race, par le genre, par l'orientation sexuelle ou par le handicap, étaient forcés de constituer des contre-espaces publics, des lieux où pouvait s'exprimer librement un contre-discours. Et c'est un peu l'idée de ce cycle, de se servir de la bulle de l'auditorium du Carreau du Temple pour que puissent s'exprimer des femmes qui critiquent le pouvoir. Voilà, c'est un préambule un peu long. Et il est l'heure d'accueillir sur scène la première invitée du cycle présente. Je suis très honorée qu'Elisa Rojas soit avec nous ce soir. Je vous demande de l'applaudir. Elle est avocate, elle est cofondatrice du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Bonsoir Elisa. Bonsoir Lorraine. Alors, je vais juste faire un petit mot aussi pour saluer Laura Flory et Lorraine Mathieu de la SCOP Paris Interprétation qui donc vont assurer l'interprétation en langue des signes de la soirée. Elisa. Oui. Ça fait bientôt 40 ans que la notion d'accessibilité à l'espace public a été posée par une loi en 1975. Et aujourd'hui encore, rien ne l'est. Ne serait-ce que pour l'exercice du droit le plus simple du citoyen, c'est-à-dire voter, accéder à un meeting, écouter un discours, lire un programme, reste un privilège de personnes valides. La République française est validiste, c'est-à-dire qu'elle considère que c'est aux personnes handicapées de s'adapter à elles et non à elles de se rendre accessibles aux personnes handicapées. Est-ce cela que suggère le titre de votre blog qui s'appelle « Aux marches du palais » ? Oui, c'est exactement ce que suggère le titre de mon blog. Il y avait plusieurs idées en fait dans le titre. Il y a déjà l'idée de départ et puis ce que c'est devenu. En fait, mon idée de départ, c'était de parler plus spécifiquement des difficultés que je pouvais rencontrer dans mon cadre professionnel, étant donné que j'exerce la profession d'avocat et qu'il y a beaucoup de lieux de justice qui ne sont pas encore accessibles. Ce qui est déjà en soi très symbolique, puisque ça veut tout dire pour des gens qui subissent des discriminations au quotidien, savoir que le lieu où on est censé pouvoir obtenir justement justice et réparation pour d'éventuelles discriminations, par exemple, n'est pas accessible, c'est quand même très significatif. Donc l'idée, de Aux marches du palais, c'était de parler de ça et de faire un peu une sorte de tour des lieux de justice que je pouvais fréquenter et des difficultés d'accessibilité. Mais en réalité, c'est devenu autre chose, puisque j'ai changé d'exercice professionnel au moment où j'ai créé ce blog. Je me suis installée à mon compte, donc j'ai eu moins l'occasion de faire les déplacements auxquels je pensais au départ. Et c'est devenu plutôt un espace un peu plus personnel que les autres pour parler de handicap, critiquer le discours dominant autour du handicap. Mais effectivement, le titre fait référence à l'impression, et qui n'est pas qu'une impression, qui est une réalité, qu'ont les personnes handicapées en général, au-delà de le métier qu'ils peuvent avoir ou pas, qu'on a dans la société, c'est-à-dire d'être aux marches, par exemple, lorsqu'on est en fauteuil, d'être au bord et de ne pas pouvoir participer réellement. Et puis c'est aussi le titre d'une comptine qui me fait rire en fait. Et je trouvais ça également drôle d'y faire référence, puisque c'est une comptine qui au départ parle d'une fille très belle et un peu chiante, qui a beaucoup d'amoureux et qui n'arrive pas à choisir. Donc je m'identifiais totalement à la comptine également. Du coup je trouvais ça marrant en fait. Effectivement, vous avez vraiment constitué avec ce blog ce contre-espace public dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire que pour pouvoir exprimer ces revendications qui sont radicales, qui sont fortes, que vous portez, vous avez dû créer un espace alternatif afin de porter ces questions. Moi, je me demandais, est-ce que de devenir avocate, c'était pour vous une façon de mieux vous emparer du combat qui est le vôtre aujourd'hui ? Oui, mais en fait, les choses, elles se construisent très progressivement dans la vie. Donc, c'était pas forcément pensé, mais ça s'est construit petit à petit. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de hasard, je sais pas. Mais déjà, en faisant du droit, en entrant à la fac de droit, ça a été très important pour moi parce qu'en tant que personne handicapée, j'ai découvert en fait que j'avais des droits.
que j'étais un sujet de droit, en fait. Ça peut paraître étrange, mais en réalité, j'ai enfin pu mettre des mots sur certaines choses, des qualifications juridiques notamment, et j'ai pu comprendre que ce que j'avais pu vivre jusque-là, et même encore à la fac, comme type d'injustice, comme discrimination, par exemple dans le cadre scolaire, en fait, c'était pas seulement, encore une fois, une sensation ou juste une impression, ça correspondait véritablement à des non-respects de droit. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, en fait, de pouvoir le découvrir en faisant ces études-là. Assez rapidement, je me suis aperçue que ça allait me donner vraiment tous les outils nécessaires pour plus tard pouvoir parler de handicap. Mais ce n'était pas forcément très, très clair. Et puis surtout, je ne me suis pas spécialisée dans le droit du handicap, ni à la fac, parce qu'en fait, je ne pouvais pas, parce qu'il n'y avait pas de proposition de cette nature-là. Peut-être que s'il y avait eu, je l'aurais fait. Je me serais en tout cas sérieusement posé la question. Après, en tant que professionnelle, je ne me suis pas non plus spécialisée en droit du handicap. D'ailleurs, c'est une spécialité qui n'existe pas, qui n'est pas reconnue en tant que telle par l'ordre des avocats, mais ça existe. Simplement, c'est très transversal. Il n'y a pas tant d'avocats qui en font. Donc, j'ai commencé par faire du droit du travail. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, il y a quand même une cohérence, puisque j'ai un master en droit de l'homme, donc les libertés fondamentales, tout ça, ça m'a toujours intéressée. Mais c'est vrai que professionnellement, voilà, je fais, et ça, c'est pas toujours facile à comprendre pour les gens, parce que les gens sont persuadés que je fais du droit du handicap au quotidien, et c'est pas le cas. Mais d'un autre côté, fatalement, encore une fois, comme je suis avocate, je ne peux pas, même en tant que professionnelle, ne pas m'intéresser à l'aspect juridique des choses. Donc en réalité, j'y viens également à l'analyse des textes, et je suis pas contre le fait de travailler dessus. Simplement, je veux pas que ça prenne non plus trop d'espace, parce que comme à titre privé, je milite dans ce domaine-là, si tout tourne autour du handicap dans ma vie, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, enfin, en tout cas, clairement, je pense qu'il y a des choses à développer dans ce domaine, notamment le volet discrimination et handicap est très intéressant. Je pense qu'en France, il mériterait vraiment un travail de la part des professionnels du droit, et j'espère qu'un jour ça se fera, et j'y travaille aussi sur le plan militant. En tout cas, vous vous êtes armé pour avoir la compréhension des enjeux et des réponses à y apporter. Alors, votre voix est une voix militante depuis assez longtemps, en réalité. Dès 2004, vous aviez interpellé les médias en exprimant votre énervement, votre agacement complet chaque année lors du Téléthon, que vous qualifiez d'opération de communication géante. Alors, c'est assez drôle, vous aviez publié cette lettre dans le courrier des lecteurs d'un magazine, c'était Télérama, c'est ça ou... Alors, c'était ce que je visais, Télérama, mais j'ai pas réussi. Enfin, ils voulaient me faire modifier la fin, donc j'ai pas accepté. Oui, alors en fait, 2004, c'est le début construit et vraiment cohérent de militantisme assumé. C'est-à-dire qu'en fait, vers 23 ans, j'ai commencé vraiment à m'interroger sur la perception que j'avais de moi-même, le caractère détérioré qu'on avait comme image en tant que personne handicapée. Donc j'ai commencé à analyser tout ça et j'ai commencé à écrire, ce qui m'a permis de préciser ma pensée. J'ai un ami qui lisait ce que j'écrivais, qui m'a conseillé de le faire lire à davantage de gens. Donc, étant étudiante, ma seule possibilité, c'était d'écrire aux journaux et d'essayer de faire passer un texte dans le courrier des lecteurs, en fait. Du coup, c'est ce que j'ai fait. C'était un peu le Twitter ou l'Instagram de l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour aller critiquer les médias. C'était là que ça se passait, en fait. Oui, exactement. Donc, j'ai commencé par ce courrier-là, à l'âge de 25 ans, pour critiquer le Téléthon. C'était vraiment un test que je me suis fait à moi-même, en me disant, soit ça passe, soit ça casse. Et si ça passe, ça veut dire que contrairement peut-être à ce que j'imagine, il y a des gens qui sont intéressés par une autre vision des choses et ça se tente de leur expliquer comment on voit les choses. Le problème, c'est que la lettre a été du coup pas mal relayée et c'est allé assez vite en fait. J'ai commencé à avoir des sollicitations médiatiques que j'attendais pas du tout. J'ai fait une émission qui à l'époque passait à la télé qui s'appelait Arrêt sur image. Donc, c'était très intéressant. Et là, je me suis dit vraiment, c'est ce que je veux faire. Mais ça me paraissait un peu prématuré.
Du coup, je me suis dit, je ne savais pas vraiment quoi proposer aux gens qui m'écrivaient, tout n'était pas suffisamment clair. Du coup, je me suis dit, je vais faire une pause. Je vais aller au bout de mon projet professionnel, personnel. Je vais finir mes études, commencer à travailler en tant qu'avocate et je reprendrai le militantisme après. Et ce qui s'est passé, c'est que la pause a duré plus de temps que prévu. Elle a duré 10 ans parce que quand on commence un métier, on se fait aspirer par ce métier. Et voilà. Et à un moment où, comme je le disais, j'ai créé mon blog et je me suis installée à mon compte, j'ai eu plus de temps. Et là, je me suis dit, en fait, tu as laissé de côté quelque chose qui était important, qu'il faut reprendre. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça a coïncidé au moment où je venais de rencontrer des gens via les réseaux sociaux, d'autres personnes handicapées qui avaient aussi envie de faire entendre une autre voix. C'est le moment aussi où on a appris que le gouvernement de Hollande, à cette époque qui était président, envisageait de réformer le volet accessibilité de la loi de 2005. Donc là, c'était vraiment quelque chose de grave et d'important. Et à ce moment-là, on a commencé à travailler en fait collectivement, alors qu'au départ j'étais toute seule, donc je me sentais pas super légitime en fait. C'est bizarre, c'est peut-être bizarre ou pas bizarre. Non, non, c'est classique. Oui, voilà, c'est classique. Mais d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que je me sens pas plus légitime aujourd'hui. Je pense pas que la légitimité soit forcément liée au métier que vous faites, au fait que vous travaillez ou que vous travaillez pas. Mais en tout cas, je remercie quand même mon métier. Je pense que j'ai pas eu totalement tort de faire une pause parce que ça m'a quand même donné une confiance supplémentaire qui m'est quand même utile, quoi. Alors oui, donc vous faites allusion à ce mouvement qui s'appelait Non au report, qui date de 2014. Donc en fait, en 2005, une loi a été votée avec la promesse de la mettre en place pour 2015. Et puis finalement, on va un tout petit peu repousser les délais parce qu'on n'est pas totalement prêt. C'est drôle parce que alors, les personnes handicapées militantes, elles sont très peu visibles dans l'espace public français. Et en fait, finalement, on imagine même mal que les personnes handicapées puissent devenir de véritables forces manifestantes, incarner de véritables mouvements sociaux. Et pourtant... I'm tired of all the well-meaning non-cripples determining what I can and cannot do to form my life and my future. Get out of our way. Nobody wants to live or go into a nursing home. Nursing homes are jails for people. They're warehouses. They're where America has decided to stick its disabled people and let them rot until they die. Sooner or later, you have to come up with the proposition that these issues are political. And I think for many people, it was just the most exciting thing that had ever happened to them in their whole lives. We had this 2-day action where essentially almost everybody just got arrested. If I become disabled, I don't want to live. That's all very well. When you become disabled, chances are your life will seem completely different. C'était la bande-annonce du documentaire qui s'appelle Defiant Lives et qui référence l'une des actions politiques les plus radicales de l'histoire des États-Unis. En 1977, les locaux du ministère de la Santé à San Francisco ont été occupés par des militants handicapés pendant 25 jours. Ils n'ont rien lâché pour une loi qui était donc repoussée, une situation très comparable à celle de 2014. Pour vous, Elisa, il est urgent de penser le handicap sous l'angle de l'oppression. C'est une lutte d'émancipation. Vous n'hésitez même pas à la comparer au mouvement des droits civiques américains. Est-ce que cette égalité, elle est essentielle dans votre combat politique ? Oui, elle est importante et c'est pas moi en fait qui la compare à la lutte pour les droits civiques. En fait, comme le film l'explique, c'est les militants anglo-saxons qui eux-mêmes expliquent qu'ils se sont inspirés de la lutte des droits civiques pour constituer leur mouvement. Et d'ailleurs, la lutte pour les droits civiques, c'est quand même une lutte qui a inspiré énormément de militants, que ce soit des féministes ou autres. Donc, en fait, évidemment, nous, le collectif qu'on a créé, on n'a pas inventé ce mode de lutte. On n'a jamais prétendu l'avoir fait. On s'est contenté de reprendre, d'adapter et d'actualiser
en réalité, une lutte qui déjà existe depuis les années 70 de façon beaucoup plus importante aux États-Unis. Ça, c'est parti de là-bas, mais en fait, comme l'explique le film, évoque l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est une lutte qui d'ailleurs aussi a existé en France dans les années 70, ce discours radical qui envisage le handicap comme une construction sociale et qui parle des oppressions, mais simplement on ne connaît pas en fait ce mouvement. Il y a très peu de gens qui savent ce qui s'est passé dans les années 70. Et sur le film, je voulais juste déjà saluer le travail de certains membres du CLIC comme Elena Chamorro et Mathilde Fuchs en fait, qui ont beaucoup travaillé sur qui ont fait en sorte que le film puisse être traduit en français, qu'il y ait des sous-titres. Et nous tous, on fait le maximum pour essayer de diffuser ce film qui est très pédagogique, qui explique comment on est passé du modèle médical, au modèle social dans ces pays-là. Et je pense que ça apporterait beaucoup aux personnes handicapées françaises de pouvoir voir ce film-là. Il est malheureusement peu accessible, mais ce que vous racontez, ça me fait penser vraiment à ce qu'on par exemple, quand on devient féministe, d'un seul coup, on commence à tirer un fil et on voit qu'il y a toute une pelote derrière de militantes qui nous ont précédées, de combats qui ont eu lieu, de livres qui ont été écrits, d'histoires qui ont été racontées, mais qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous, qui ont été invisibilisés par l'histoire. Et vous faites allusion à l'instant à ce mouvement des années 70 qui a existé aussi en France, qui s'appelait le CLH, et que vous avez découvert vous-même très tardivement. Vous m'en avez parlé, j'en avais évidemment jamais entendu parler. Il a été fondé par une autre avocate, Elisabeth Auer-Bacher. Pourquoi, à votre avis, on le connaît si peu ? Franchement, j'aimerais bien savoir moi-même comment j'ai galéré pour arriver à des informations à une époque, en plus j'avais une vingtaine d'années, où il y avait encore moins de choses qu'aujourd'hui sur Internet et sur ce comité dont vous parlez. Je ne sais pas, ce serait peut-être aux chercheurs de nous expliquer pourquoi ces gens-là, ils sont passés un peu à la trappe, en fait, au niveau de l'histoire des luttes. C'est difficile de comprendre, peut-être parce qu'on est toujours la 150e roue du carrosse finalement, c'est encore le cas aujourd'hui malheureusement, mais oui, en effet il y a très très peu de gens qui savent ce qu'ils ont pu faire, alors que ce qui est vraiment impressionnant, c'est que quand on regarde leurs écrits, ils tiennent plus ou moins vraiment à des détails près le même discours que nous, la même critique par rapport aux associations gestionnaires. C'est un discours qui est politisé, donc c'est vraiment c'est vraiment passionnant de rentrer dans le travail qu'ils ont pu faire à cette époque-là. Alors juste pour rendre justice aux médias, France Culture a fait une très belle émission avec Elisabeth Auer-Bacher. On vous donnera la référence à la fin de la rencontre pour que vous puissiez aller l'écouter et vous instruire. L'organe médiatique du CLH, et c'est aussi le titre de la biographie, l'autobiographie même d'Elisabeth Auer-Bacher, c'est Handicapé méchant. Ça vous parle ? Oui. Déjà, quand j'ai découvert le nom du journal, j'étais morte de rire parce que j'ai trouvé ça hyper drôle et hyper bien vu, puisque comme elle l'expliquait elle-même, au fond, c'était prendre le contre-pied de la personne handicapée qui est supposée être gentille. Et en vérité, quand elle dit gentille, ça veut dire surtout docile. Il faut qu'on soit docile. Ça fait référence aux personnes handicapées qui sont contrôlées finalement en permanence par des professionnels du secteur médico-social. Donc handicapé méchant, ça voulait dire nous, on fait pas partie de ces personnes-là et on veut tenir un autre discours. Les journaux actuellement, ils ont été mis en ligne tous et ils sont accessibles, ce qui est super. Je vous invite vraiment à les lire parce qu'ils c'est des pépites. En plus, c'est les années 70, donc il y a un mélange de textes politiques, mais également de dessins, de poèmes. C'est très divers en réalité. Par contre, la seule chose que je me dis quand je regarde, quand je pense au titre qu'ils ont choisi, qui était nécessaire, c'est que associer la méchanceté et le militantisme, par contre, je sais
suis pas sûre que forcément je sois totalement d'accord, au sens où il me semble que défendre ses droits, demander le respect minimum qui est dû à chaque personne, je considère pas que ça s'appelle être méchant. Parce que être méchant, c'est trouver du plaisir à faire le mal. Je vois pas très bien quelle est la connexion directe avec le fait de tout simplement vouloir exister dans les mêmes conditions que les autres. Donc c'est un peu comme quand on dit les féministes sont hystériques, ou il y a un côté bon. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu dangereux de s'associer finalement à un terme qui est aussi péjoratif et que ne mérite pas, je pense, le travail militant qu'on peut faire. Mais bon, c'est aussi une blague. Une provocation, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'humour. Tout à fait. Mais ça m'évoque aussi la phrase qui est dans l'ouverture de la bande-annonce qu'on a vue à l'instant, quand on voit cet homme qui dit « Get out of my way ». C'est pas gentil, quoi. C'est genre, mais dégagez de là, quoi. Que je m'exprime, que je me pousse. Cette colère, elle est aussi nécessaire pour que la voix porte. Ouais, mais la colère, c'est pas de la méchanceté, en fait. C'est pas pareil. C'est quelqu'un qui dit effectivement de façon ferme. En fait, on confond détermination, fermeté, force avec la méchanceté, le mauvais caractère. Pour moi, c'est des choses qu'il faut quand même dissocier. Tout à fait. Alors, vous avez créé en avril 2016 Le Clé. Le Clé, c'est avant tout une organisation qui est non mixte, qui ne réunit que des personnes concernées. Pourquoi c'est si important ? Alors oui, effectivement, on n'est que des personnes concernées. On souhaite que ça reste comme ça et qu'il n'y ait pas de personnes non concernées par un handicap qui participent au processus décisionnel. Franchement, c'est pas nouveau quand même, la non-mixité. Encore une fois, on n'a pas inventé l'eau chaude. Là, je vous renverrai à un texte hyper pédagogique de Christine Delphi qui a été publié sur le site Les mots sont importants, où elle explique très très bien que c'est une nécessité politique, en fait, que l'idée c'est de pouvoir parler et prendre des décisions de façon libre, déterminer des stratégies sans avoir à tout expliquer à des gens qui ne sont pas concernés, sans avoir le regard, le poids et potentiellement aussi des gens qui voudraient prendre le pouvoir alors qu'ils ont déjà le pouvoir dans la sphère publique. Voilà, c'est tout simplement cette idée-là qui nous a paru importante. Mais qui paraît encore très souvent, quand on parle de non-mixité, par exemple, en ce qui concerne le genre ou la race, ça fait encore bondir, notamment à la mairie de Paris, par exemple. C'est assez problématique de faire comprendre aux personnes que, voilà, quand on est entre concernés, il y a une parole différente qui se déploie. Mais en fait, ce que je trouve incroyable, c'est que s'il y a bien un moment où la non-mixité a du sens, c'est celui-là, en fait. C'est se réunir pour se battre. Pour moi, ça a du sens. Et le reste du temps, on nous impose des non-mixités que personne ne remet en question, comme les institutions pour personnes handicapées, on va en parler, personne ne les remet fondamentalement en question, alors que je suis désolée, mais c'est de la non-mixité, en fait. Votre collectif est également intersectionnel et anticapitaliste ? Oui, oh là là, on a dit ça ? Oui. Non, alors intersectionnel, ma sœur vient de me dire que maintenant c'est totalement surfait, qu'il faut arrêter de... Non, moi je suis pour qu'on garde ce mot, il est important, il est utile. Je plaisante, mais c'est un mot qui est de plus en plus utilisé dans un cadre militant, peut-être pas toujours à bon escient, et je pense que ça aussi c'est une réalité. Nous, ce qu'on voulait dire, c'est simplement qu'on a conscience, dans le cadre de notre travail, qu'il y a des personnes handicapées qui peuvent être concernées par plusieurs oppressions qui s'imbriquent et qui se mélange de façon parfois quand même assez complexe. Donc ne pas oublier cet élément. Après, anticapitaliste, alors ça c'est sur le positionnement politique de notre collectif qui est très important parce qu'on a beaucoup fait croire aux gens que le handicap, comme d'autres thèmes, sont apolitiques, que peu importe l'orientation, que tout le monde veut la même chose, c'est faux en réalité. Ni de droite ni de gauche. Voilà, ni de droite ni de gauche, c'est faux. C'est souvent un piège quand on dit ça. Ouais, c'est souvent des gens de droite d'ailleurs qui disent ça, parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on creuse une mesure, on se rend bien compte qu'elle renvoie à un projet de société.
en fait, a des priorités. Donc, à partir de là, bien sûr qu'en principe, une politique de droite et une politique de gauche de handicap, ça ne devrait pas se ressembler. Et d'ailleurs, voilà, dans un système économique comme le capitalisme, clairement, si on ne le remet pas en question, il y a des personnes handicapées qui n'auront jamais leur place. Il faut arrêter de mentir quand on regarde la question du travail. Si on mesure la valeur d'une personne à sa productivité, il y aura forcément des gens perdants qui n'auront jamais leur place et qui n'auront que la charité pour subsides ou des prestations sociales que l'on cherche en plus à diminuer de plus en plus. Donc ça a une influence. Et d'ailleurs, en Europe, les pays où des politiques d'austérité très violentes ont été mises en place, notamment c'est le cas au Royaume-Uni, on voit que les premières personnes qui ont été impactées de façon grave, ce sont les personnes malades et handicapées. Actuellement, il y a des rapports qui pleuvent de la part des Nations Unies sur ce qui se passe au Royaume-Uni, qui est une catastrophe en fait humanitaire pour énormément de personnes handicapées. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de lien. Il y a un lien et nous on veut imposer cette thématique et cette réflexion. Alors, j'aimerais qu'on prenne un petit moment maintenant pour parler de droit, de loi. C'est votre spécialité, Elisa. Vous m'avez fait réaliser, quand on s'est rencontrés, préparer cette soirée, qu'en fait, il y avait une espèce d'impasse illogique dans la loi elle-même, la loi de 75, qui est devenue la loi de 2005 ensuite, une espèce de contradiction interne. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, nous l'exposer ? Alors, très schématiquement, en 75, donc il y a 2 lois qui ont été adoptées qui sont très importantes dans le domaine du handicap. Et le problème de ces 2 lois, c'est qu'au fond, elles se contredisent. Il y en a une qui était supposément faite pour réaliser ce qu'on appelait à l'époque l'intégration des personnes handicapées, justement dans la sphère publique, qui a posé par exemple le principe d'accessibilité qui date de 75, pas de 2005. Et puis l'autre loi de 75, elle par contre, elle avait pour vocation elle était destinée au secteur médico-social et le but c'était d'encadrer, de réglementer de façon plus claire et plus précise tout ce qui concerne le milieu institutionnel, en fait. Et c'est cette loi-là, en réalité, qui a été fortement appliquée, qui a permis à l'institutionnalisation de se conforter, en fait, qui a donné à beaucoup d'associations du pouvoir dans ce domaine-là. Et en fait, quand on y regarde bien, voilà, comme je disais au départ, c'était des lois qui pouvaient difficilement fonctionner ensemble, en réalité. Il fallait faire un choix. Il fallait soit permettre aux personnes handicapées d'exister dans la sphère publique et se donner les moyens de le réaliser, soit il fallait dire concrètement, on considère qu'ils n'ont pas à se mélanger aux autres et on conforte et on structure le milieu institutionnel. En France, on veut continuer à croire que les deux peuvent fonctionner parallèlement. La preuve en est que non, puisque s'il y a des choses qui n'ont pas avancé en France, c'est à cause de ça, justement. Comme on en avait discuté, pourquoi faire avancer l'accessibilité, donc le principe date de 75, alors que de fait, à l'époque, la plupart des personnes handicapées étaient en institution. Donc elles n'étaient pas présentes. Donc comment expliquer à un commerçant ou à un établissement scolaire, il faut rendre vos locaux accessibles. De fait, on était séparés. Il n'y avait personne pour avoir cette accessibilité-là. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une contradiction intrinsèque qui ne pouvait pas donner quelque chose de positif. Une hypocrisie, en fait, on peut dire aussi, non ? C'est quand même une loi de droite, hein. On y revient, désolé, on y revient. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, les 2 grandes lois, c'est quand même intéressant de se dire qu'elles ont été élaborées par des gouvernements de droite. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que derrière ça, il y a quand même encore, à chaque fois, la droite traditionnelle, catholique, caritative, qui est derrière. Donc, ça correspond à sa vision du handicap. Oui, parce qu'historiquement, il y a un lien très fort entre la religion catholique chrétienne en France et la prise en charge, je mets 18 guillemets, des personnes handicapées. Et c'est un sujet dont il se préempte en fait très facilement.
Bah oui, historiquement, il y a un certain nombre d'établissements, pas tous, mais un certain nombre, qui étaient, avant d'être gérés par le médico-social, par des religieux, en fait. Donc oui, il y a un lien qui est quand même assez fort. Alors, on voit derrière nous un tableau qui révèle aussi la précarité économique des personnes handicapées. Les personnes handicapées sont plus pauvres que les personnes sans handicap. Est-ce que, à votre avis, cette précarité, elle est également un frein à l'accès à l'espace public ? Je pense que oui, c'est un frein énorme, on ne peut pas le nier. J'ai presque envie de dire, et c'est horrible, mais militer, c'est un luxe quasiment. Je pense qu'il faut dégager d'une part du temps et une énergie qu'on ne peut dégager que si on n'est pas dans la survie. Et la difficulté, c'est que la majorité des personnes handicapées en France, surtout si elles ne travaillent pas et qu'elles n'ont comme ressource que l'allocation adulte handicapé, elles sont dans la survie. Voilà. Elles sont dans des questions quotidiennes élémentaires, de choix draconiens, de comment je vais aller faire mes courses, aller chez le médecin, accomplir telle ou telle démarche administrative. Donc voilà, donc à partir du moment où on est dans ces difficultés-là, on ne peut pas prendre le recul. C'est difficile en tout cas pour pouvoir penser sa condition et élaborer des stratégies, etc. Donc oui, c'est sûr que ça nous entrave énormément. On en arrive à un point important, même fondamental dans votre combat, celui de l'institutionnalisation, qui est donc la réponse apportée en France historiquement à la prise en charge des personnes handicapées. C'est quelque chose qui commence dès l'enfance quand on constate un handicap, l'État, les pouvoirs publics décident de placer les personnes en institution. Et vous, dans votre biographie, il y a une particularité, vous avez en fait connu les deux. Dans votre enfance, vous avez commencé une scolarité en milieu spécialisé pour les personnes handicapées. Et à partir du CM1, vous êtes entré dans l'école classique. Est-ce que pour vous, c'est déterminant ? Est-ce que ça explique une partie aussi de votre vision du monde et du militantisme ? Alors, c'est pas l'État qui décide, c'est un peu plus complexe que ça. Ouais. C'est-à-dire, les parents font des demandes. Bien sûr. Et puis, il y a tout un processus administratif qui se met en place et qui pousse à l'institutionnalisation la plupart du temps. Donc, moi, oui, comme j'ai un certain âge, donc quand la question... en fait, mes parents sont arrivés du Chili et parmi les propositions qui ont été faites à mes parents, il y avait des propositions médicales et il y avait dans le panel, on va dire, il y avait l'institutionnalisation qui au départ était supposée faciliter le travail de mon chirurgien en réalité. Et donc oui, c'était déjà assez violent puisque moi je vivais en famille à la base. Je suis arrivée, je devais avoir 2 ans et demi, 3 ans et je me suis retrouvée en institution, en internat. Comme beaucoup d'ailleurs d'enfants ou de personnes handicapées. Il faut savoir que l'internat, ça existe encore. Donc, il y a déjà une séparation en fait, de la famille qui est imposée. Et ça, on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs de cette séparation sur des générations entières de personnes handicapées qui parfois n'ont vécu qu'en institution. Donc, il est certain que déjà, ça a été un choc. Tout ce que j'y ai vu, tout ce que j'y ai vécu, jusqu'à l'âge à peu près de 7-8 ans, c'est sûr que ça m'a fait réfléchir, surtout que j'ai découvert assez rapidement qu'en réalité, on était séparés des autres enfants. Donc, en fait, j'ai compris rapidement qu'il s'agissait d'une mise à l'écart très étrange. Et quand je me suis aperçue de ça, c'est bizarre d'ailleurs quand je vois des gens qui défendent l'institutionnalisation, alors que moi, quand j'y étais, j'étais déjà en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi on est tous là ? Qu'est-ce qui nous unit ? Qu'est-ce qui nous réunit ici ? Et quand j'ai beaucoup insisté et j'ai réussi au bout d'un moment pour sortir de ce milieu. Et évidemment, plus j'ai grandi et plus je me suis dit, je ne peux pas ne pas me battre pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes handicapées qui connaissent cette vie en institution. Et ça, c'est sûr que ça prend part et ça fait partie de ce qui nourrit aujourd'hui mes actions et mon combat. Vous m'avez parlé aussi d'une prise de conscience en arrivant dans cette classe de CM1 classique, qu'il y avait une différence de niveau scolaire qui vous a sidéré. Vous étiez super forte à l'école, dans l'institution, puis d'un seul coup vous êtes arrivée genre « Ah oui, en fait, j'avais un niveau qui était bien inférieur au niveau des classes classiques ».
Oui, le niveau scolaire n'est pas le même. Ça, c'est reconnu, y compris sur le plan international, en fait, que quand des gens sont scolarisés, voire du début jusqu'à la fin, en milieu institutionnel, c'est assez rare qu'ils arrivent à raccrocher le wagon et à pouvoir faire des études, parce que personne ne se préoccupe de façon réelle du niveau scolaire, puisque la priorité est donnée aux soins. Vous êtes envisagé comme une personne ayant besoin de soins avant tout. Donc c'est vrai que j'ai découvert quelque chose de grave, puisque qu'on m'avait en quelque sorte saboté et qu'on m'avait pas donné la possibilité de pouvoir suivre dans de bonnes conditions en milieu ordinaire. Heureusement pour moi, j'étais quand même relativement jeune quand j'ai fait le basculement. Ça n'a pas été simple quand même, parce que ça m'a suivi toute ma vie, de cette idée que j'avais pas le niveau et qu'il fallait que je travaille beaucoup et qu'il y a peut-être des trucs que je rattraperai jamais, etc. Mais c'est vrai que voilà, mon institutrice, qui était en plus ravie que je sois dans sa classe, m'a tout de suite dit en plus, t'es à la ramasse, quoi. T'écris mal, tu fais des fautes, tu vas jamais y arriver. Et du coup, là, moi, j'étais tellement contente d'être là que je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Donc, j'avais le soutien de mes parents quand même, donc j'ai travaillé pour tenir et rattraper, et je m'en suis bien sortie. Mais voilà, ça s'est joué à pas grand-chose, moi, je pense, et je continue à le penser. Donc, c'est pour ça que c'est une raison supplémentaire aussi de se battre, parce qu'il y a un niveau global de qualification et d'études des personnes handicapées en France qui est catastrophique. Il y a très peu de personnes handicapées déjà qui ont le bac. Et tous les pays ne fonctionnent pas comme ça. Il faut savoir qu'en Italie, par exemple, les enfants handicapés, ils sont scolarisés en milieu ordinaire. Et dans les facs, il y a une explosion, maintenant que c'est bien en place, etc., d'étudiants handicapés, en fait. Parce qu'il y a un moment donné, ça porte ses fruits aussi. Je raccroche toujours à ce que je connais le mieux, mais pour les femmes, c'est un peu pareil. On a ouvert les voies des universités aux femmes très récemment, et maintenant, on est plus nombreuses que les hommes en droit et en médecine. Alors, si je comprends bien, les institutions dont vous parlez, elles sont à la fois la voix des personnes handicapées, mais aussi la voix de l'État. Elles sont supposées vous représenter, mais comme elles dépendent beaucoup des subventions publiques, elles ne peuvent pas non plus contester la loi, le droit. Donc, votre discours à vous, par rapport à ces institutions, en fait, c'est le discours radical. Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est que l'institutionnalisation. Ouais. C'est un processus qui part du principe, en fait, que les personnes handicapées doivent résider et ou travailler et ou être scolarisées dans des établissements spécialisés. En France, ces établissements sont gérés par des associations qu'on appelle des associations gestionnaires. Quand on dit gestionnaire, c'est d'établissements et de services médico-sociaux. Et on peut en citer une ou deux pour que les gens se fassent une idée. L'association des paralysés de France, par exemple. Ouais. Elles sont... Il y en a 4-5 qui sont les plus importantes, qui en général sont organisées par type de handicap, et elles gèrent ces établissements avec de l'argent public, en fait. Donc, il faut comprendre que c'est vraiment une question d'argent et de pouvoir, parce qu'on a délégué à ces associations qui sont devenues, de fait, même plus des associations, mais des institutions quasiment, puisqu'elles sont le relais de l'État. Donc, on aura donné du pouvoir et de l'argent pour maintenir ce système. Donc, pour elles, évidemment que la désinstitutionnalisation, ça veut dire perdre du pouvoir et perdre de l'argent. C'est tout un monde parallèle, en fait, qui s'est créé autour de ce système. Et bien sûr, il y a tout un discours pour justifier ce choix, parce que pour toute oppression, il y a toujours un discours justificatif, et il s'articule autour de deux axes principalement. C'est l'idée que ce sont les endroits, les meilleurs endroits en fait pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, alors qu'en réalité, c'est parfaitement contestable. Si on développe par exemple l'aide humaine, on pourrait très bien imaginer que, y compris avec des besoins importants et complexes, y compris avec de la dépendance, on peut avoir une vie autonome. Et puis la deuxième justification, c'est la protection.
Ce sont des lieux où les personnes handicapées qui sont plus fragiles, plus vulnérables que la moyenne vont être protégées. Et là, c'est très problématique puisqu'en réalité, ce sont des lieux aussi qui favorisent les abus. Donc là, pour le coup, ça ne se tient pas. Et vous parlez vraiment de maltraitance, hein. Je me permets d'insister pour qu'on comprenne de quoi vous parlez. Alors, il faut comprendre que la maltraitance, ça peut prendre différentes formes. Évidemment, il y a les choses les plus graves qui sont sanctionnées pénalement, et puis il y a les choses qui peuvent apparaître moins graves, mais qui ont tout autant de conséquences sur les personnes handicapées. C'est une prise en charge, entre guillemets, collective. Et comme le dit très bien l'un des intervenants dans le documentaire de Dave Love, personne n'a envie de vivre en collectivité, et les personnes handicapées ne sont pas naturellement nées pour vivre entre elles et en collectivité. Enfin, ça, c'est une idée à la base totalement incroyable, en fait. Et le truc aussi vraiment surprenant en France, c'est qu'on est en train de vous faire croire qu'on en est au stade du débat. De est-ce qu'il faut désinstitutionnaliser? Il y a des colloques, des journées qui s'organisent avec les associations gestionnaires où ils s'interrogent sur comment diversifier l'offre médico-sociale, alors que déjà c'est pas une offre, hein. On n'est pas des clients sur un marché qui ont eu un jour le choix, hein. Elle a été imposée, l'institutionnalisation déjà, et donc parce qu'évidemment il s'agit pour eux de pas perdre leur bille. Alors on vous fait croire, voilà, que c'est cette question qui se pose aujourd'hui en France, alors que non, puisque le débat, il est tranché. Sur le plan international, il y a un texte qui est la Convention internationale des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Elle a été signée par la France, elle a été ratifiée en 2010, et cette convention explique clairement que les personnes handicapées doivent avoir le choix de leur lieu de vie, et que ce choix implique de sortir de l'institutionnalisation. Je veux dire, voilà, la question, voilà, c'est pas est-ce qu'il faut le faire, c'est comment, dans quel délai, avec quel plan. Et ça, c'est ce dont on vous parle en fait jamais au niveau des politiques publiques, alors que c'est la seule question qui se pose. Et d'ailleurs, il y a quand même une rapporteuse qui a fait une visite surprise en octobre 2017 et qui était catastrophée. Une rapporteuse de l'ONU, oui. Voilà, de voir quel était le taux en fait de personnes en institution en France, qu'a rappelé à la France à ses obligations, et vous noterez que c'est comme si elle était jamais venue en fait. On n'a très peu entendu parler dans les médias, effectivement, alors que la condamnation a été sans appel. En fait, elle a fait des observations préliminaires, c'est même pas le rapport final, où déjà elle a noté des choses. Nous, on était ravis, quoi. Enfin, je veux dire, c'était inespéré d'avoir quelqu'un avec voilà, ce niveau de compétence et de responsabilité qui vient conforter l'analyse qui est la nôtre depuis le départ. Elle a comptabilisé 300 000 personnes en institution, alors qu'il y a un rapport, alors je ne sais pas si je dis bien de l'adresse, qui a été publié en juillet dernier, qui dit qu'en réalité, on est plus proche de 500 000 personnes. Mais bon, dès le départ, elle dit que déjà en France, il y a un problème de statistiques et de chiffres. On n'a pas de chiffres précis, exacts en matière de handicap. Il y a beaucoup de choses qui restent assez floues. Donc voilà, et déjà, elle, à 300 000 personnes, elle considérait que c'était absolument inadmissible. Mais sur le plan symbolique, on est vraiment dans la thématique du cycle présent, c'est-à-dire que les personnes handicapées sont rassemblées dans des espaces qui sont à l'extérieur de la cité, hors de l'espace public. Quelles sont les solutions pour y remédier? Vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Ça vous semble un bon outil pour vous, pour votre combat? Oui, je pense que les réseaux sociaux sont très intéressants pour les personnes handicapées. C'est vrai que quand on a des déplacements limités ou voire impossibles parfois, c'est une façon aussi de sociabiliser très, très, très importante. Et c'est pour des militants comme nous un espace rêvé pour pouvoir diffuser de l'information et tenir un autre discours. En plus de ça, ça permet des rencontres qui n'aurait jamais été possible autrement. Pour donner un exemple très concret qui nous concerne, nous, aux clés, déjà, les 4 personnes qui ont signé le manifeste, on n'est pas au même endroit géographiquement et on se serait jamais rencontrés sans les réseaux sociaux.
Ça me paraît évident. Même avec des points communs, des intérêts communs, des idées, je vois pas comment on aurait pu se rencontrer, en fait. Donc ça change la donne. Je pense que c'est ce que n'avait pas le CLH, peut-être. Ce qui lui manquait en termes d'outils. Ça permet de tisser un réseau avec de plus en plus de personnes handicapées. Donc évidemment que c'est important. Maintenant, bien sûr, ça présente aussi des problèmes. On le sait tous, les réseaux sociaux, il y a des limites à l'exercice. Internet, c'est pas la vraie vie totalement. Tout le monde n'est pas connecté, n'a pas Twitter, n'a pas Facebook. Parfois aussi, il y a des difficultés en termes de cyberharcèlement, de violence, qui sont pas négligeables, parce qu'il y avait une militante anglo-saxonne qui disait quand c'est ton seul lieu de sociabilisation et qui devient toxique, c'est très problématique. Donc on peut pas s'en contenter. Il faut qu'on ait accès à tout l'espace public. Ça, c'est clair et net. Oui, puis c'est un lieu aussi où le travail est gratuit. Moi, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez récemment, mais les militantes qui portent leurs messages sur Internet, j'étais un peu à me réjouir, c'est vraiment fabuleux, toutes ces subversions politiques qui peuvent enfin apparaître dans l'espace public, sauf que c'est des militantes qui sont épuisées, qui sont précarisées, qui ne gagnent jamais d'argent grâce à leur travail, et c'est pas, évidemment pas la panacée. C'est un peu l'espace public au rabais. C'est vrai, on ne se rend pas compte à quel point c'est chronophage, à quel point c'est, entre guillemets, un travail de pédagogie, de recherche. Parfois, j'ai l'impression d'être tout, alors qu'en vérité, je suis pas du tout. Je suis journaliste, je suis chercheuse. Il faudrait, en fait, qu'on fasse tout tellement on a la sensation qu'il y a quasiment rien sur le sujet. Il n'y a rien, d'ailleurs, dans les médias, dans les journaux. L'espace médiatique vous est absolument dénié. Vous dénoncez beaucoup sur votre blog à la fois l'absence des personnes handicapées dans les médias, mais aussi cette espèce de double régime auquel vous êtes soumis. En gros, soit c'est le misérabilisme, soit c'est l'admiration béate. Et vous avez fait ce petit tableau qu'on peut trouver sur le site du Clé qui m'a fait vraiment mourir de rire quand je l'ai trouvé. Où en gros, pour les journalistes, vous avez un peu mâché le travail. Il vous faut des adjectifs pour nous décrire. Vous les avez tous là, dramatique ou extraordinaire. Il n'y a pas grand-chose entre les deux. C'est ça. Voilà, en fait, on s'est servi de ce qui était le plus utilisé dans les articles comme terme, en général pas intéressant, pour faire un tableau, pour vous faciliter encore plus la tâche et aller 2 fois plus vite pour faire vos phrases. Donc, comme je le disais déjà en 2004, on a beaucoup de mal à sortir de la dichotomie mendiant-héros. Donc, soit vous êtes misérable, c'est un drame d'être handicapé, etc. Soit vous êtes génial parce que vous êtes brossé les dents tout seul. Et voilà. Et donc, c'est compliqué parce qu'on a... En fait, c'est comme si on n'avait pas le droit à la nuance et à la complexité en termes de personnalité, alors qu'on est évidemment complexe et divers comme ceux qui ne sont pas handicapés. Et en plus, ce sont des représentations qui, quand même, individualisent beaucoup la question du handicap. Et c'est le but, d'ailleurs, de dépolitiser la question, de faire en sorte que les gens ne s'aperçoivent pas que c'est un problème collectif et un problème politique. Et puis aussi, elles ont un autre but, je pense, au-delà des représentations fausses dans lesquelles on ne peut pas se reconnaître. En fait, ce sont des injonctions sociales. C'est-à-dire, on nous demande de rentrer dans l'une des 2 cases. Et si vous ne rentrez pas dans l'une des 2 cases, c'est pas acceptable en réalité. Là, ça gêne. Et c'est très difficile pour les journalistes de pas vous faire rentrer dans l'une des 2 cases. Ils peuvent pas s'en empêcher, quoi. Quand c'est pas l'article en entier, c'est le titre, généralement, qui va vous mettre dans la case super. Et non, en fait, c'est pas ça la revendication. C'est juste de pouvoir... La formidable leçon de courage, ce genre de choses, non? Exactement. Voilà. Donc c'est pas juste de demander aux personnes handicapées de ne remplir que ces 2 fonctions pour rassurer les personnes qui ne sont pas handicapées. On a le droit de n'être ni l'un ni l'autre, en fait. Les médias français sont clairement complètement à la ramasse sur ces questions, on va pas se mentir. Par exemple, en France, contrairement aux pays anglo-saxons, on a très peu abordé, alors il y a eu 1 ou 2 articles, le mouvement MeToo par le prisme des femmes handicapées. Et pourtant, les femmes handicapées sont plus victimes d'agressions sexuelles et de viols que les femmes non handicapées. Vous m'avez dit cette phrase, les femmes handicapées ne sont pas des femmes, nous sommes infantilisées comme tous les handicapés et infantilisées comme toutes les femmes. Elle signifie quoi, cette phrase ?
Alors, elle signifie, bah oui, on est doublement infantilisé et dominé. Toutes les femmes sont infantilisées, donc en tant que femme, on est infantilisé. Et toutes les personnes handicapées sont infantilisées, donc on l'est 2 fois en réalité. Et le truc, c'est que le discours qui est tenu aux femmes handicapées, il est hyper pervers et très complexe à expliquer. En fait, moi-même, je suis même pas sûre d'y arriver. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre quelles étaient les injonctions qui s'appliquaient en fait à nous. Ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas reconnu en tant que femme, on n'est pas dans la catégorie femme. On nous demande en fait de rester des petites filles. Ça, c'est l'injonction numéro 1. C'est rester une enfant. Être asexué, parce que si vous êtes une enfant a priori, vous n'avez pas de sexualité, pour pouvoir justement zapper 2 choses fondamentales qui sont liées à l'âge adulte, la sexualité et la maternité. Donc, on ne vous envisage pas dans ces 2 rôles-là. Et également, pour vous exclure, eh bien, on vous nie en fait tout ce qui est, entre guillemets, positivement attribué aux femmes en général. Donc vous êtes moche, vous n'êtes pas désirable, voilà, vous ne rentrez pas dans les canons qui sont proposés. Et en fait, c'est très hypocrite puisque en réalité, c'est faux, nous sommes des femmes et d'ailleurs, nous avons le même sort que toutes les femmes et nous sommes concernés par les violences, comme vous l'avez évoqué, même plus concernés que la moyenne. Mais pour tenir le choc, en fait, on vous explique que c'est pas parce que vous êtes des femmes, c'est parce que vous êtes vulnérables. Donc, alors qu'en réalité, la raison numéro 1, c'est juste qu'on est des femmes. Et tout le discours autour des violences, quand elles sont évoquées, qui concernent les femmes handicapées, va tourner autour de la vulnérabilité. Et ça aussi, c'est dangereux, parce qu'il ne s'agit pas de nier le fait que, bien sûr, il y a plein de formes de handicap qui, de fait, vont avoir un impact sur la perception du danger, la compréhension d'une situation, le fait de pouvoir se défendre, voire même de pouvoir après alerter s'il y a eu une difficulté, etc. On est d'accord là-dessus, il ne s'agit pas de remettre en cause ça. Il s'agit de dire qu'il y a une part de la vulnérabilité qui est organisée. Tout comme la dépendance est organisée, la vulnérabilité est organisée. Si on ne nous incorpore pas d'entrée de jeu dans toutes les campagnes de sensibilisation qui concernent les violences, si il n'y a pas d'éducation sexuelle, s'il n'y a aucun moment où on nous dit qu'on est également concerné en tant que femme, on nous rend vulnérables. Et quand on défend un système comme l'institutionnalisation, qui sont également des lieux où il peut y avoir ce type de violence et où il est particulièrement difficile de faire émerger des cas abusifs, eh bien, on nous met aussi en situation de vulnérabilité. Donc, il ne suffit pas de tout expliquer de cette façon-là. Et je pense qu'on n'aide pas les femmes handicapées en insistant dessus, puisqu'il faut qu'elles puissent reprendre le contrôle également de leur existence sous tous ces aspects, y compris sur ces questions-là, et que pour ça, il faut arrêter de leur dire « Ah oui, non, mais toi, attention, parce que t'es encore plus vulnérable que la moyenne. » Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose... C'est pas ça non plus le message. Non, pas du tout. Mais même pour des militantes féministes, c'est un peu compliqué à comprendre. Enfin, je veux pas aborder un sujet qui fâche, mais il y a quand même eu une phrase qui a été prononcée pendant le mouvement MeToo qui est atterrante, en fait. Alors déjà, MeToo, en ce qui concerne ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple, les femmes handicapées militantes, qui sont beaucoup plus organisées, plus nombreuses, je pense, qu'en France, elles ont tout de suite réagi pour dire « Attention, ne nous oubliez pas dans l'histoire ». Donc il y a eu beaucoup de textes, beaucoup de tribunes autour de cette question-là. En France, on nous a zappé comme d'habitude. Il y a eu très 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 peu de choses sur ce thème-là. Et oui, il y a une incompréhension de la part du mouvement féministe qui a pignon sur rue sur les questions spécifiques liées aux violences faites aux femmes handicapées. Et d'ailleurs, je me posais une question quand on parlait de MeToo. Je m'étais dit, mais si on m'avait posé la question à l'âge de 20 ans, est-ce que tu as déjà été concerné par des violences sexuelles, sexistes, par des faits tels que ceux qui ont été décrits dans MeToo? Peut-être que je me serais dit de façon sincère et que j'aurais répondu mais moi ça me concerne pas en fait, parce que moi je prends pas le métro,
déjà. Donc tout ce qui est transport public, ça ne s'applique pas à ma situation. Dans la rue, je suis souvent accompagnée, donc a priori, je ne suis pas spécialement dérangée. Les mecs ne me calculent pas. Donc, à l'âge de 20 ans, moi, c'est ce que je me disais. Donc ça ne me concerne pas non plus. Donc, non, peut-être que ça ne s'applique pas vraiment à moi parce que, de fait, je m'étais exclue, en fait, de la catégorie des femmes. Aujourd'hui, je vais avoir 40 ans. Vous me reposez la question et avec tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vu, et ben, je me rends compte que j'ai une liste longue comme le bras de trucs qui me sont arrivés, de plus ou moins graves, enfin de plus ou moins d'importance. Et en fait, ça a commencé très tôt, mais simplement, j'aurais peut-être même pas percuté en étant plus jeune et sans avoir réfléchi en fait à toutes ces questions-là. Bien sûr. C'est l'imaginaire du viol aussi qu'on représente souvent dans les médias, dans la culture, comme quelque chose qui se passe dans une ruelle avec un inconnu qui nous bondit dessus un beau jour. Malheureusement, le viol, ça n'est pas que ça. L'agression sexuelle, c'est bien souvent à la maison, au travail et dans d'autres lieux. Alors, il y a une femme qui se battait et qui est décédée récemment, qui s'appelle Maudy Pio. J'aimerais qu'on lui rende un petit hommage et je crois que vous étiez d'accord pour qu'on lui rende cet hommage. Elisa, qu'est-ce qu'elle a fait d'important pour cette cause-là ? Oui, évidemment, je suis d'accord pour qu'on rende hommage à tous les gens qui ont apporté quelque chose d'important. Déjà, comme beaucoup de personnes, bon, je la connaissais un petit peu. Je l'avais rencontrée à plusieurs reprises. J'ai été très attristée par l'annonce de son décès, auquel je m'attendais pas. Faut savoir qu'elle fait partie des femmes que j'ai cherché à rencontrer quand j'ai décidé de m'investir sur toutes ces questions, comme Elisabeth Auerbach. Elisabeth Auerbach. Ouais, exactement. Donc, je les ai rencontrées quand j'étais plus jeune pour pouvoir discuter avec elles, parce qu'elle me paraissait justement faire partie des femmes les plus intéressantes. Donc j'avais réussi à trouver le nom. Donc je suis contente qu'elle ait porté sur l'espace public la question des violences faites aux femmes handicapées parce qu'il fallait le faire. Donc il faut lui reconnaître ce travail-là. Après, que ce soit avec elle ou Elisabeth, très certainement, on a des divergences de points de vue, d'idées sur certains sujets, mais aussi beaucoup de points d'accord. Mais au-delà de ça, j'ai énormément de respect parce que je connais la sincérité de leur combat et du combat de Maudy Pio. Donc je pense que c'est important de se souvenir des pierres qui ont été mises à l'édifice par chaque personne. Elle a été vraiment pionnière. Elle avait créé dès 2010 un numéro d'appel d'urgence pour les femmes handicapées en cas d'agression sexuelle. Et c'était vraiment en 2010 un sujet qui était encore plus occulté qu'aujourd'hui, si c'est possible. Alors, encore un aspect qui est occulté en France, c'est l'aspect universitaire, hein, c'est la recherche. Aux États-Unis et en Angleterre, se sont développées ces 30 dernières années les Disability Studies, donc des études de sociologie qui portent spécifiquement sur la question du handicap. En France, non seulement il n'y en a pas, ou très peu, et par ailleurs, ces contenus anglo-saxons sont très difficilement accessibles, rarement traduits. Comment vous l'expliquez ? Si vous pouvez expliquer. J'adore cette question. Comment vous l'expliquez ? On nous la pose souvent et comme si je savais. Genre, je n'en sais rien. J'aimerais bien savoir. En France, il y a de la recherche dans le domaine du handicap. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il y a des générations de chercheurs plus jeunes qui sont de plus en plus intéressants et surtout beaucoup plus imprégnés de ce qui a pu se passer dans les pays anglo-saxons. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il existe une matière autonome à part entière, équivalente aux Disability Studies. Clairement, ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi ? Je pense que c'est lié à ce dont on a parlé, c'est-à-dire l'absence aussi d'un militantisme politique autour de cette question, puisqu'a priori, les deux se nourrissent l'un l'autre sur ce type de recherche. Le poids du tissu associatif gestionnaire qui a empêché le développement de ce type de militantisme-là. Donc, je pense que ça explique quand même pas mal de choses. Et puis, il y a un problème de traduction, là aussi, que je ne m'explique pas. Vous êtes en recherche de volontaires, d'ailleurs, en permanence, hein, vous me l'avez dit la dernière fois, on passe un appel. En fait, des textes, on va dire, il doit y avoir des textes fondateurs importants, des classiques des Disability Studies qui datent quand même, et qui ne sont pas traduits en français. Donc, en tant que personne handicapée française, c'est l'accès à cette pensée, à cette réflexion qui est beaucoup plus nourrie et aboutie qu'en France, on l'a pas.
à moins que vous soyez super fort en anglais, ce qui n'est pas mon cas. Et je peux vous dire que ça m'aide pas dans le cadre de ce que je fais. Mais oui, on n'a pas accès, et je pense que ça nous a aussi entravés dans le développement de la lutte et du militantisme. Si ces textes-là étaient beaucoup plus accessibles, si un film comme Defiant Lives passait sur Arte, ou même encore plus génial dans les cinémas, ou le plus possible partout était accessible, eh bien je pense que ça pourrait peut-être faire un peu décoller notre combat. Alors j'ai essayé de pas être trop relou avec ça, mais moi je vois vraiment beaucoup de points communs entre le combat que vous portez et le combat féministe. J'ai même l'impression que ce qu'on nie en fait aux personnes handicapées, et particulièrement aux femmes handicapées, c'est le droit d'avoir une vie à soi. On prend des décisions à votre place. Il y a des gens qui savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Est-ce que vous pensez qu'on peut rapprocher ces deux pensées, ces deux combats ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut même rapprocher la plupart des combats d'émancipation et voilà, tous les gens qui luttent contre une oppression quelle qu'elle soit. Les mécanismes d'oppression sont toujours les mêmes, en fait. C'est ça qui est fascinant et qui est génial, c'est que c'est toujours le même fonctionnement. Et effectivement, ce qu'on nie aux personnes handicapées, c'est d'avoir leur vie à elles et d'avoir le choix. Être une personne handicapée, c'est ne pas avoir le choix. Les choix sont ultra limités. Et ça, c'est injustifiable et inacceptable, en fait. On voudrait juste pouvoir avoir le choix de notre existence, tout simplement, de notre vie. Choisir la vie que vous voulez avoir. Tout à fait. Alors aujourd'hui, Elisa, ne serait-ce que ce soir, votre voix résonne dans l'espace public. Vous êtes une femme, vous êtes handicapée, vous êtes la fille de parents immigrés. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivée ce soir à parler dans l'espace public ? Eh bien, je ne sais pas. Moi-même, je me demande toujours ce que je fais là. Non, mais en fait, le truc, c'est que je pense que, heureusement et malheureusement, le fait que je sois avocate joue pas mal. C'est-à-dire que j'ai un métier qui consiste à prendre la parole publiquement, et ça, les journalistes le reconnaissent. Et donc, ils ont l'habitude de donner la parole aux gens qui ont un mode d'expression qui est celui qu'ils connaissent. Donc, bien entendu que ça m'a énormément aidée. Et en même temps, c'est problématique puisque ça veut dire qu'il y a des gens et d'autres types de paroles qui ont plus de mal à émerger. Donc, c'est quand même une difficulté que je me pose également en me disant peut-être qu'on prend aussi la place de gens qui ont encore moins la parole que nous. Donc, il faudrait pouvoir diversifier évidemment tout ça. Merci beaucoup, Elisa. Ben, de rien. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Oui. Et du coup, je peux dire un petit mot à ajouter, je crois. Ouais, j'ai un petit mot à ajouter. Bah, surtout pour les personnes qui seraient concernées par un handicap qui sont dans la salle. Je voudrais juste dire, évidemment, merci déjà de nous avoir donné l'occasion de pouvoir expliquer ce qu'on essaye de faire modestement. Je voudrais dire que je crois en nous, en fait. Je crois en nous en tant que personnes handicapées. Je crois en notre capacité à faire énormément de choses. Je pense que ça va prendre du temps et ça, c'est frustrant. Et je peux le comprendre. Peut-être que certains d'entre nous ne verront pas de leur vivant quelque chose de très puissant et de très structuré. Mais ce qu'on est en train de semer finira par germer. Et je suis persuadée que les choses changeront tout simplement parce qu'elles doivent changer. Merci à Elisa Rojas d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galigani.
Le générique est une variation sur la chanson L'appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission ? Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide La Poudre à essaimer. Pour faire parler La Poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencer, Quoi de Meuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre Lit, où nous recommandons toutes les 2 semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler La Poudre.